Toujours avec vous pour ce décryptage du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un autre membre du gouvernement. Il s'agit cette fois du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale chargé de la formation civique, Mougiama Daouda, le professeur Mougiama Daouda. Patrick est avec nous. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien. Cela fait longtemps qu'on vous a eu sur le plateau de Gabon 24. Il faut s'occuper de la rentrée des classes. Voilà. Il faut s'occuper des mesures barrières. Ça prend un peu de temps. Beaucoup de temps d'ailleurs. Voilà, dites-nous comment ça se passe justement. On reviendra sur votre actualité, celle qui concerne le ministère, les ministères dont vous avez la charge. Mais pour l'heure, qu'avez-vous retenu du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba ? Le ton volontaire, optimiste, enthousiaste, mais aussi réaliste. Et puis le regard sur ce qui s'est passé en 2020 avec lucidité pour rappeler les moments difficiles, les moments de solidarité, les moments d'adhésion de la population aux mesures qui ont été proposées. Et puis l'horizon 2021, l'horizon de l'optimisme avec cette volonté de repartir vers l'avant, de consolider notre économie et puis surtout de donner des perspectives beaucoup plus heureuses pour la jeunesse. D'accord, très belle analyse. Aujourd'hui, nous en sommes à un ministère qui est stratégique à tout point de vue, monsieur le ministre. Les programmes, la rentrée scolaire, parlez-nous de cette rentrée scolaire avant d'entrer dans ce que moi j'ai envie de savoir, dans ce que les populations ont envie de savoir. Comment s'est passée finalement la rentrée scolaire ? La rentrée scolaire, nous l'avons voulu volontairement progressive, étant entendu que le plus important pour nous était de ne pas faire en sorte que les écoles soient des foyers de contamination. Donc, nous avons pensé qu'il était mieux d'aller progressivement, donc d'avoir un emploi du temps allégé et de monter progressivement en puissance plutôt que de commencer tout de suite avec des emplois du temps comme cela se fait d'habitude. Chargé et en courant le risque de véhiculer le virus et de refermer les établissements comme ça s'est passé ailleurs. Donc, progressivement, nous avons augmenté les emplois du temps et tout ce qui se fait habituellement pendant les rentrées des classes, mais dans ce contexte particulier, mettre en place les mesures de sécurité barrière, des mesures de sécurisation sanitaire, installer les stations de lavage, distribuer les thermoflages, bref, tout ce que nous avons fait pendant le bac et la reprise des cours et que nous faisons de manière beaucoup plus systématique et sur toute l'étendue du territoire pour la reprise des cours. D'accord. Et vous êtes satisfait des résultats ? À ce jour, on peut toujours. On va dire quelques mois après le début de l'année. Ça n'a pas été simple. Oui. D'ailleurs, rien n'a été simple depuis un an. D'accord. Ça n'a pas été simple, mais avec la volonté des enseignants, que je salue, avec les parents, pour la plupart, qui comprennent, les choses se mettent en place progressivement et au mois de janvier, tout sera en place. Alors, monsieur le ministre, j'ai cette phrase et je vais vous la lire entièrement. Des examens qui ne sont plus importants, des enfants qui sont orientés de façon hasardeuse, permettez, des élèves qui apprennent 3 fois par semaine, d'autres qui ont de beaux emplois du temps mais qui ne voient pas leurs professeurs, des cantines scolaires fermées, des transports gratuits pour les élèves, des réformes qui font danser le cerveau des parents et des enfants. Monsieur le ministre, trop de réformes tuent la réforme finalement. Où est-ce qu'on va dans le système éducatif gabonais ? Où va-t-on là ? Il y a une seule chose que je ne peux pas laisser dire, c'est qu'on oriente les enfants de façon hasardeuse. Un enfant qui habite à Mélène, qui est orienté à Aoungou, donc dans la commune d'Ovando pour vous. Il faut savoir comment les choses se passent. J'ai peur qu'on prenne trop de temps. Dites-nous. L'orientation se fait sur la base d'un logiciel qui priorise le premier vœu des meilleurs élèves. Si un élève a une très bonne moyenne et qui choisit d'aller à l'Immaculée, il ira à l'Immaculée. Donc voilà le premier choix qui est fait. Ensuite, ceux qui arrivent en deuxième position, fatalement, leurs premiers vœux ne peuvent pas être exaucés. Maintenant, il faut se dire aussi que les parents ne jouent pas souvent le jeu. Parce que les parents veulent tous aller au lycée Léomba, à l'Immaculée, à Kouaben, même s'ils habitent à Ovendo. Mais est-ce qu'ils sont orientés ? Est-ce qu'ils sont orientés ? La question suit votre propos. Ensuite, vous pourrez poursuivre. Est-ce qu'ils sont orientés ? Est-ce que le système d'orientation fait son travail ? Le secrétariat d'orientation fait-il son travail ? La question est pendante, monsieur le ministre. On est là au niveau de l'orientation en 6e. Parlons de cette orientation. Est-ce que les parents sont orientés ? L'orientation en 6e, encore une fois,
s'appuie sur ce que je venais de vous dire. Les vœux des parents. Les parents ne sont pas toujours cohérents avec les choix qu'ils font. D'accord. Encore une fois, je dis que la plupart des parents veulent tous aller dans ce qu'ils considèrent être les meilleurs établissements. D'accord. Si les enfants de ces parents-là n'ont pas les meilleures moyennes et qu'on les envoie dans des établissements proches de ceux qu'ils ont choisis, alors ils vont désister et on va finir par savoir finalement que leur premier vœu ne correspondait pas au quartier où ils habitaient. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas là pour défendre un système qui est parfait. Ce système-là peut être amélioré, et d'ailleurs, on va l'améliorer. Mais il faut dire que tout le monde doit jouer le jeu, et ce n'est pas souvent le cas. Maintenant, quand je disais que je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est la première fois depuis longtemps que 12 000 bacheliers ont subi des tests d'orientation. 12 000 bacheliers. Ça s'est fait de manière continue jusqu'à hier. Différents centres ont été ouverts. Les enfants ont subi des entretiens avec des conseillers d'orientation, ont subi des tests de personnalité, des tests d'orientation, et ça a été très édifiant. Les bacheliers sont suffisamment grands pour prendre leurs responsabilités, pour se déplacer. Mais un enfant de 9 ans, monsieur le ministre... Non, mais justement, l'orientation, c'est à plusieurs niveaux. L'orientation, c'est 3 leviers. C'est la 5e, la 3e, la terminale. Là, il s'agissait de lancer un nouveau système informatisé, appuyé par les entretiens avec les conseillers d'orientation. Qui a débuté pour la terminale. La terminale, et qui va se poursuivre pour les autres classes. Et je vous avais dit, rappelez-vous, que le secrétaire d'orientation sera en place cette année et le système gabonais d'orientation sera en place cette année. Venons-en à cette problématique. 3 fois par semaine, je vais à l'école. J'ai 2 cours dans la journée. Lundi, mercredi, vendredi. Pour ne prendre, je suis cet enfant qui va à l'école lundi, mercredi, vendredi. Dites-moi concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte au premier trimestre? Je ne vois pas tous mes professeurs. Comment vous avez pensé à ça? Il faut toujours mettre les choses en perspective. Allez-y. Premièrement, il y a un pays sur 3 en Afrique qui a repris les cours. D'accord. Le Gabon fait partie de ces pays. Il y a un pays sur 7 ou 8, 9, 10 qui ont mis en place l'enseignement à distance. Le Gabon fait partie de ce pays. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que l'alternative était simple, où on ouvrait les vannes, on faisait déplacer 600 000 élèves qui étaient restés à la maison, et on les mettait dans les établissements avec des emplois du temps comme cela se fait habituellement. Et pour un établissement comme le lycée d'État, c'est 10 000 élèves, comme le lycée Lamba, c'est 10 000 élèves, vous voyez tout de suite les risques. Nous n'avons pas les moyens de gérer 10 000 élèves en même temps dans un établissement. Donc, nous avons choisi de geler les flux. Mais attention, ça n'a pas été fait par hasard. Il y a des méthodes, il y a des pédagogues qui ont travaillé là-dessus, sur le support, avec le support des cours en présentiel et en distanciel, sur la pédagogie inversée, un certain nombre d'outils que les enseignants ont pour compenser... Qui sont vérifiables, monsieur le ministre. Bien entendu, pour compenser le manque d'heures en présentiel. Il y a certains enseignants qui ne jouent pas le jeu, mais la plupart jouent le jeu. Et les parents aussi doivent jouer le jeu. L'enseignement à distance, sans le suivi des parents à la maison... mais si le professeur ne donne rien, les parents font quoi? Il invente une leçon, monsieur le ministre. Même dans le cas de l'enseignement présentiel, si les parents ne suivent pas à la maison, ça ne donnera rien. Donc, ce n'est pas consubstantiel au fait que l'on ait choisi d'alléger les emplois du temps. Et dans tous les cas, ce n'était que transitoire. D'accord. Nous sommes passés, mais ça a déjà repris pour la plupart pour les terminales, nous sommes déjà à une moyenne de 30 heures. Vous parlez à des grandes personnes. Les terminales, ce sont des grandes personnes. Oui, non, je parle de cet enfant de 8 ans qui arrive. J'ai dit pour les terminales, donc il y a une suite. Pour les terminales, on est déjà à près de 30 heures. Terminale, pour les autres classes, on est entre 25 et 30 heures par semaine. On se rapproche des standards. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, qui n'est pas toujours vrai, Madame Galimita. Mais vous faites bien de le dire monsieur le ministre, parce que ça court, la rumeur, ça court. Je ne peux pas vous laisser sur le plateau de Gabon 24 me dire que tout ce qui est fait est bien quand on a des parents qui nous rappellent qu'il y a beaucoup de manquements. Je reviens, monsieur le ministre, s'il vous plaît, sur cet enfant qui n'a que 9 ans, dont les parents habitent à Essassa et qui a été affecté au lycée d'Aoungou, qui ne connaît même pas comment on prend le taxi tout seul. Vous dites c'est les vœux des parents, c'est tout cela, mais quand le parent vient, j'ai appelé le ministre délégué pour lui dire « Madame le ministre délégué, nous avons telle situation, comment on la règle ?» Ah, il s'agit des vœux des parents, comme vous venez de le dire à l'instant. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui
qui envoie les enfants ailleurs dès que le quota est atteint dans les autres établissements? Comment on règle la question? Non, mais je crois que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Je Ah, vous ai dit tout à l'heure... S'il vous plaît, la répétition est pédagogique, allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure que les parents ne jouent pas toujours le jeu. Les parents. Et si les parents ne jouent pas, je ne dis pas tous les parents, je vous ai pris un exemple simple. Je suis parent d'élève, je demande que mon enfant aille au lycée Liomba alors que j'habite à Ovendo. Il se trouve que mon enfant ne fait pas partie de ceux qui sont éligibles tout de suite parce qu'il n'a pas la moyenne qu'il faut comparativement aux autres. Donc je l'envoie. Donc on l'envoie à l'établissement qui est plus proche que le lycée Liomba. Et moi, en tant que parent, ça ne m'arrange pas. Et je dévoile alors que j'habite à Ovendo et je veux que mon enfant apprenne au lycée de Lumi. Voilà les réalités. Cela dit, j'insiste, je ne suis pas en train d'affirmer que le système d'orientation en sixième, tel qu'il est géré par ce logiciel, est parfait. Il faut l'améliorer et introduire d'autres critères qui permettent d'éviter des situations, effectivement, qui, pour certains, sont préjudiciables. Parlons de transport des élèves, parlons de fermeture des cantines, que des réformes, dites-nous. Fermeture des cantines, y en a-t-il jamais eu dans le public? Il n'y en a pas, il n'y a pas de cantine dans le public. Nous voulons ouvrir des cantines. Il y avait des commerces illicites dans les établissements et c'est interdit par la loi. Et c'est ce que vous avez Donc, fermé. nous avons fermé les commerces dans les établissements pour ouvrir les cantines progressivement et remettre en place les foyers tels que c'est prévu. C'est déjà en cours? Les foyers sont en cours, les cantines, il y a eu un appel d'offres qui a été fait il y a quelques temps. D'accord. À quoi s'attendre après l'année, l'entrée, le début de l'année scolaire à l'UOB qui a été, l'université Omar Bongo, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été perturbée? À quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir, les mois à venir? On rentre dans 2021 avec les mêmes problèmes, monsieur le ministre? L'année a été perturbée non seulement à l'université Omar Bongo, mais dans tous les établissements du supérieur et pour tout vous dire, dans tout le système éducatif. C'est vrai que l'UOB est particulier parce qu'il y a eu des grèves qui se sont ajoutées aux problèmes posés déjà par le Covid, mais la rentrée va se faire au début du mois de février avec la semestralisation. Et je peux déjà dire, parce que la question est de savoir, nous sommes là pour ça, ce que nous faisons pour les jeunes, nous avons déjà réhabilité la plupart des amphithéâtres et des salles de classe qui devaient l'être à l'université Omar Bongo. Avec tout le dispositif sanitaire prévu? Bien évidemment, nous continuons à progresser dans l'installation des stations de lavage, dans la distribution des gels, pas seulement pour l'université. Et les zones de travail pour les professeurs. Moi, je parle de l'université, là, pour l'instant. Qu'en est-il? J'ai une question. Il y a des facultés qui évoluent à deux vitesses. Là-bas, il y en a qui terminent l'année quand d'autres la commencent. Comment on règle la question, finalement? Il faut arriver à un calendrier homogénéisé. Ça passe par l'arrêt des grèves, par une normalisation du système. Et l'arrêt des grèves passe par la satisfaction d'un certain nombre de revendications des enseignants. Nous y travaillons. D'accord. Et à court terme? Mais c'est le court terme. D'accord. Nous le faisons avec... Et qu'en est-il des cours à distance, monsieur le ministre? Ça se poursuit? Comment ça se passe au niveau des universités, des écoles primaires, des collèges et lycées? Au niveau des écoles primaires, c'est très difficile. Nulle part, d'abord, les enfants sont jeunes. C'est peut-être au niveau du CM2 qu'il faut commencer à implémenter l'enseignement à distance du point de vue audiovisuel ça ou n'a numérique. Pas commencé. Maintenant, il y a un autre type d'enseignement à distance qui est prévu pour le primaire, c'est les cahiers pédagogiques. D'accord. Donc ça, c'est en place depuis... Vous avez distribué les cahiers pédagogiques pendant la Covid. Voilà, nous allons continuer. Nous sommes dans la production de nouveaux cahiers pédagogiques. Maintenant, les autres canaux pour le secondaire et pour le supérieur sont en train d'être mis en place, le canal audiovisuel, le e-learning, de telle sorte que ce ne soit pas seulement en période de crise que l'enseignement à distance soit mis en œuvre. Nous allons vers un système bimodal de manière pérenne qui associe l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Et tout cela, on y va quand? On y est. D'accord. On aime beaucoup le présent, on n'aime pas le futur, parce qu'avec le gouvernement, nous y sommes habitués. Mais monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous ne saurons terminer sans l'information. Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique. Parlant de la recherche scientifique, des projets à court terme. Mais est-ce que vous me permettez de dire un mot sur ce que le président dit concernant l'enseignement technique et professionnel? Oui, bien sûr. Ça me paraît important. Tout à fait. Puisque c'est un tournant décisif dans notre système éducatif, le fait que nous devrions donner un peu plus d'importance à l'enseignement technique et professionnel. Le président a énuméré un certain nombre de métiers porteurs. Métiers du bois, métiers de l'agriculture, métiers du tourisme, métiers de l'hôtellerie. Les écoles sont en construction. Et donc, ces métiers-là
on ne peut les développer, attirer les enfants vers ces métiers qu'en ouvrant davantage de lycées professionnels, davantage de lycées techniques. Et c'est pour ça qu'il y a un programme d'extension de lycées techniques, des 10 lycées techniques, de construction de campus professionnels qui vont intégrer non seulement la formation professionnelle, mais aussi l'enseignement technique professionnel du secondaire, mais également au supérieur. Et ça, c'est dès cette année. D'accord. Des bâtiments qui sont sortis de terre, bien qui entendu, sont visibles, bien entendu, avec des salles de classe. Mais dont certains sont même déjà opérationnels. Le lycée agricole de Libamba. Maintenant, il faut que les parents jouent leur jeu. Il ne faut pas dissuader les enfants qui veulent aller dans l'enseignement technique et professionnel de le faire. Nous avons de plus en plus d'enfants qui veulent aller dans l'enseignement technique et professionnel, mais il y a encore certaines réticences des parents. Absolument. Mais il y a quand même, on sent un frémissement. On sent un frémissement dans le désir d'aller vers l'enseignement technique et professionnel. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je ne prendrai que cette casquette. Vos vœux pour l'année 2021 dans les secteurs qui sont les vôtres? Nous allons continuer je formule le vœu, que tout ce que nous avons mis en place en termes de stratégie pour le développement du système éducatif, je parlais de l'enseignement technique professionnel, mais d'une manière plus générale, les formations scientifiques, tout ce qui est adéquation, formation, emploi, que tout ce que nous avons mis en place et qui doivent répondre aux exigences de développement telles que le président de la République les ont formulées et précisées, que nous ne connaissons pas un coup de frein parce que nous avons un retard à rattraper. Le président de la République l'a dit, nous ne devons plus en accumuler d'autres pour le bénéfice de notre jeunesse qui a tant souffert cette année. Trop de réformes tue la réforme, monsieur le ministre. Moi, je retiens cela. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24 en vous souhaitant bon vent dans toutes vos entreprises. Nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes de Mougiama Daouda Patrick, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Merci d'être passé. Puisque vous avez dit trop de réformes tue la réforme, non. Trop de désordre tue le système éducatif. Remise en ordre du système éducatif. Ce sont vos mots et je vous les laisse. Merci d'être passé chez nous. On vous retrouve juste derrière. Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. Ce décryptage spécial du discours à la nation du chef de l'État se poursuit avec un autre membre du gouvernement qui nous a rejoint. Il s'agit de M. Brice Paya. Il est ministre des Transports, un secteur qui mérite toutes les attentions. Ali Bongo s'est adressé à la nation. Monsieur le ministre, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-nous ce que vous avez retenu, en gros, de ce qu'a dit le président gabonais. Alors, beaucoup de choses. Dites-nous. La première, d'abord, une impression positive. Le président de la République a eu une tonalité rassurante dans son message. Et il m'a personnellement rappelé qu'indubitablement, il y a des personnalités dont l'attitude face aux difficultés est loin d'être celle du renoncement. Le président de la République a, avec beaucoup de lucidité, reconnu que 2020 n'a pas été une année tranquille, qu'une cohorte de problèmes ont jalonné cette année. Mais le chef de l'État nous a invités en même temps à garder du Gabon et de son avenir un regard optimiste. C'est ce que fondamentalement je retiens. Mais je retiens aussi que le président a eu un discours qui nous invite à la confiance. Regarder l'avenir avec optimisme, c'est regarder l'avenir avec confiance.
une confiance qui doit résulter de ce que, au-delà de tout, au-delà des impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur les forces de notre économie, nous avons encore des atouts et ils sont nombreux. Ces atouts, ce sont naturellement encore les matières premières dont nous disposons. Ces atouts, ce sont les efforts considérables qui sont menés pour diversifier notre économie. Et ces atouts, c'est la confiance dont nous jouissons encore de la part des investisseurs étrangers. D'accord. Je retiens également un investissement dans le saut qualitatif que nous devons effectuer du point de vue de notre démocratie. Le président, vous l'avez suivi comme moi, a dit qu'à partir de 2021, les membres du gouvernement passeront devant passeront devant non seulement la presse, mais également les citoyens dans le cadre d'une démocratie directe. Et là, je pense que c'est le contrôle de l'action gouvernementale qui s'en trouvera amélioré. Voilà ce que je retiens pour l'essentiel du discours du président. Bon élève, vous avez bien appris la leçon. Mais à l'épreuve des faits, monsieur le ministre, il y a que le secteur dont vous avez la charge ne souffre pas de mille maux. Je ne vais pas me répéter, mais quel est le diagnostic que vous-même faites du secteur dont vous avez la charge? Le transport, comment se porte-t-il au Gabon? Madame Galbika, je ne vais pas faire dans la langue de bois et je sais qu'en me posant cette question, vous avez la réponse, pour ainsi dire, la réponse dans votre question. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les établissements dont nous assurons la tutelle technique ne se portent pas tout à fait bien. Nous avons la Sogatra, pour ne prendre que cet exemple-là, qui aujourd'hui se caractérise par des arriérés de salaire, avec un outil de production qui n'est plus très exploitable. Nous avons aujourd'hui, pour 884 agents, 30 bus en circulation, avec une masse salariale de 380 millions mensuels et des recettes journalières de l'ordre d'à peu près 1,5 million. Je pense que ce tableau-là suffit à vous faire comprendre que les situations ne sont pas évidentes. Il en est de même pour la C2N2I. Là aussi, les charges de fonctionnement sont très lourdes et derrière, en contrepartie, nous n'avons pas suffisamment de budget d'investissement. Donc là, l'outil de production n'est pas non plus exploitable et nous nous retrouvons dans des situations assez difficiles. Mais nous avons une réponse. Laquelle? La réponse, c'est la réflexion qui est menée aujourd'hui. Nous avons des projets de réforme. Nous sommes inscrits résolument dans une dynamique constante de réforme. Et je ne vais pas révéler pour l'instant. Les analyses sont en cours. Et très prochainement, peut-être que vous m'inviterez pour vous en révéler les conclusions. Avec plaisir, monsieur le ministre. Sauf que nous, on a faim. On a besoin d'avoir un peu de quoi? On a besoin d'un petit peu pour nous mettre quelque chose sous la dent durant ces 13 prochaines minutes. Monsieur le ministre, le secteur ne va pas bien. À Libreville, il n'y a pas de transport. On règle ça comment? Vous arrivez, vous Comment faites... ça, il n'y a pas de transport? Oui, mais il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Il suffit de se mettre devant un point d'arrêt de Transurbe, pour ne pas citer cette entreprise, pour constater la queue qui ne s'arrête pas. Elle est à perte de vue. Monsieur le ministre, nous sommes dans le Grand Libreville. On ne parle même pas de l'arrière-pays, mais dans le Grand Libreville, comment on règle la question? Écoutez, les problématiques sont transversales. Nous subissons déjà le fait que nous avons une démographie qui a été croissante, le nombre de véhicules qui a augmenté, avec un réseau routier qui reste à peu près à l'identique depuis quasiment 30 ans. À qui la faute? À ce gouvernement? Non, mais aux responsables qui ne bougent pas dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. Mais parlons du secteur qui est le vôtre. C'est votre responsabilité. Arrêtons. J'assume ce que je dis. Je prends les mots du chef de l'État et je dis que chaque ministre sera jugé au pied du mur. Aujourd'hui, nous sommes face à un transport qui n'existe que de nom. S'il existe, il boite. Comment on fait pour le remettre droit et qu'il avance dans de bonnes conditions, monsieur le ministre? Madame, je ne peux malheureusement pas satisfaire votre faim. Tout ce que je peux vous servir, moi, aujourd'hui, c'est que... mais comme vous le dites, ce constat, il est partagé. Le chef de l'État en premier, Madame le premier chef du gouvernement, le reconnaissent en premier. Et c'est pour ça que je vous ai indiqué tout à l'heure que
avec l'appui de certains partenaires, les réflexions transversales au niveau du gouvernement sont vraiment menées actuellement pour faire en sorte d'apporter des réponses appropriées et adaptées à la situation qui se pose à nous en termes de transport. D'accord. Parlez-nous de cette, on va dire quoi, cette spécificité, hein, depuis la survenue de la Covid-19, il y a que le chef de l'État a décidé de la gratuité du transport. Sauf qu'après quelques investigations, l'on se rend bien compte que cette gratuité a des conséquences néfastes sur la société transurbe. Nous avons fouillé dans quelques poubelles et avons su qu'il y a des arriérés de salles, des arriérés d'impayés. Donc, le gouvernement a mobilisé des bus, mais ne paye pas son ardoise. Comment ça s'explique? Est-ce que la gratuité doit se poursuivre encore et encore? Si oui, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Écoutez, je vous remercie. Votre question est opportune. Le gouvernement s'est trouvé pris entre deux feux. La gratuité décrétée au départ l'avait été pour 4 mois. Le gouvernement, conscient de ce qu'il fallait, de sa mission sociale dans le contexte de la Covid, a prolongé cette période d'activité sur 4 mois supplémentaires. Aujourd'hui, pour ainsi dire, nous sommes pris entre deux feux. Nous sommes arrivés à un carrefour où il faut prendre des décisions. Et la décision du gouvernement, celle qui est envisagée, c'est effectivement d'arrêter cette gratuité. Qui a des conséquences. Exact. Vous évoquez Transurbe. Transurbe n'est même pas encore entré dans sa phase d'exploitation commerciale. Transurbe a été mise à contribution pour pallier les difficultés liées justement à l'apparition de la pandémie et pour aider la Sogatra, qui était en fait l'outil, l'opérateur unique de l'État. Ce sont mes mots, je les assume. Voilà, à assurer cette gratuité. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes pris entre deux feux. Celui de remplir notre mission sociale, c'est-à-dire continuer la gratuité, avec le fait que nous sommes conscients que la pandémie et ses effets économiques et sociaux sont présents. Mais nous avons un autre feu, c'est celui de préserver l'emploi de certains Gabonais qui sont à Sogatra et de favoriser l'entrée en exploitation commerciale de la Transurbe. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement, je le dis en toute responsabilité, va arrêter la gratuité. Ça ne peut pas durer. La Covid-19 est là, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc, je suis très heureux on va mettre une société qui a démarré, qui peut transporter des compatriotes à moindre coût, parce qu'il y a aussi cet aspect qu'il faut voir. Tout le monde n'est pas Monsieur le ministre Paya, donc il faut penser aux petites bourses qui pourront prendre ce transport. Donc, quand est-ce que ça s'arrête officiellement? Et qu'est-ce que vous allez envisager? Est-ce que vous allez mettre les bus à différents endroits, comme c'est fait actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Absolument. Dès le début du mois de janvier, là, la gratuité s'arrêtera. Il y a un plan de communication qui a été mis en place. Lorsqu'il sera bien élaboré, nous permettrons peut-être de vous solliciter pour revenir sur le plateau dans le cadre de la sensibilisation des populations. Est-ce qu'il y a suffisamment de bus justement pour répondre à cet aspect commercial quand on sait que certains ont été mobilisés nous sommes obligés d'agir sous la contrainte. Pour la santé? Nous sommes obligés d'agir sous la contrainte. Et qu'en est-il de ces bus qui ont été affectés? Mais nous allons discuter avec les ministères auprès desquels ils ont été affectés. Pour qu'ils payent quand même une contribution. Voilà, parce que c'était des personnels essentiels. Je ne sais pas encore les modalités, mais nous discuterons avec eux pour voir. Vous avez peur des mots et assumons ce que l'on dit. Je prends des précautions orales pour être responsable jusqu'au bout. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'axes qui sont importants et qui sont à l'arrêt. On parle de l'axe Port-Gentil-Omboué, là, qui a bien... C'est une belle route, elle est vraiment très belle, carte postale. Mais pourquoi elle n'est pas fonctionnelle? Oui, elle est fonctionnelle. Je risque de m'immiscer dans un domaine qui n'est pas le mien. Peut-être que si vous invitez le ministre des Travaux publics, il vous en dira plus longtemps. D'accord. Avec plus de précision. Avec plus de précision. Donc, le transport à Libreville, il est gratuit, il va s'arrêter. Le coût a doublé. On se rend compte depuis la survenue de la Covid-19. De façon factuelle, oui. La restriction des places dans le transport, ça aussi, ça va bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce sens? Parce que l'on se rend bien compte que pour un trajet qui coûtait 500, on est à 1000 francs, 2000. Dans les transports publics, madame? Dans les transports, vous êtes ministre des Transports, pas que des transports je vous demande, publics. je voulais la précision. Ah non, dans les transports publics. Oui, nous avons engagé des discussions dans le cadre du dialogue social avec les syndicats de transporteurs qui réclament d'ailleurs à UEADIA des augmentations de tarifs, des augmentations tarifaires, mais nous leur avons fait constater qu'il y avait
au niveau factuel déjà des augmentations, étant entendu que tous les tronçons avaient été segmentés, réduits. Donc là aussi, c'est un débat que nous avons, et je me réjouis d'ailleurs des premiers contacts que j'ai eus avec ces partenaires-là, qui m'ont paru bien ouverts. Et oui, vous avez eu le discussion contact, monsieur le ministre, Oui, c'est joli, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le contact? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer à court terme? Est-ce que les Gabonais vont revenir au prix initial de taxi qui était de 500 francs partant d'une distance à une autre? Les prix n'ont pas changé, madame, officiellement. D'accord. Voilà. Si, ils ont changé. Il faut juste prendre le taxi, s'il vous plaît, et vous saurez de quoi on parle. Merci, monsieur le ministre des Transports. Je rappelle que vous êtes Brice Paya, ministre gabonais en charge des Transports. Merci. Pour cette année 2021, vos vœux? C'est de vous revoir en forme. D'accord. Et de revoir tous les Gabonais en forme, que nous ayons de la santé, que nous soyons tranquilles et que nous puissions préserver notre bulle de paix. D'accord. Et le ministre de la Santé viendra, vous remplacera à cet endroit pour nous dire comment on pourra maintenir notre santé. Merci, monsieur Brice Paya. Merci également à vous de rester avec nous.